Un village en Provence, rue des Lavandes. 21h30. Sous un ciel d'encre piqué d'étoiles, devant la façade ocre et majestueuse du restaurant Le Château d'Or, auréolé de ses étoiles Michelin, une scène d'une poignante tristesse se déroulait en silence. 3 petites filles, des triplés identiques de 8 ans, se tenaient immobiles sur le trottoir pavé. Leurs vêtements, bien que visiblement usés jusqu'à la trame, témoignaient d'un soin touchant, d'une propreté qui contrastait violemment avec leur dénuement. Leurs pieds nus, couverts de la poussière de la journée, tremblaient sur les pierres que la nuit provençale commençait à glacer. Pour se protéger du froid et du monde, elles s'enlaçaient si fort qu'elles semblaient ne former qu'un seul être fragile. Leurs grands yeux, miroirs de leurs âmes, brillaient de larmes non versées et d'une gravité qui n'appartenait pas à leur âge. Monsieur Fournier, le directeur du restaurant, un homme engoncé dans un smoking impeccable dont la rigidité semblait refléter celle de son cœur, venait de les chasser avec une brutalité verbale qui cinglait plus que le vent. Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. Dispersez-vous avant que je n'appelle les gendarmes. Pourtant, les 3 sœurs, Léa, Manon et Chloé, n'avaient pas demandé l'aumône. Leur voix n'était qu'un murmure brisé par la faim et la peur. « S'il vous plaît, nous avons faim. Papa n'est pas rentré depuis 3 jours. » C'est à cet instant précis qu'une luxueuse voiture de collection, une berline noire aux chromes étincelants, glissa sans un bruit jusqu'au perron. Stéphane Dubois en descendit. 42 ans, magnate de la technologie française, vêtu d'un costume sur mesure dont le prix aurait pu nourrir une famille pendant plusieurs années. Il s'apprêtait à conclure un dîner d'affaires capital, un contrat de 500 millions d'euros qui allait asseoir sa domination sur le marché. Mais en posant le pied sur le trottoir, il fut le témoin de la scène qui allait bouleverser sa vie à jamais. Ces 3 petits anges abandonnés représentaient tout ce que son immense fortune ne pourrait jamais lui acheter, l'innocence perdue, l'amour inconditionnel. Ce que Stéphane allait découvrir ce soir-là, sur ce pavé provençal, l'obligerait à faire un choix déchirant entre le contrat de sa vie et le sens même de son existence. Il observa le tableau et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une fissure dans la forteresse de cynisme et de succès qu'il avait mis des années à bâtir. Les 3 triplés, agrippés les unes aux autres, formaient une entité tremblante. Leurs visages, répliques exactes, exprimaient une faim qui transcendait la nourriture. C'était une faim de sécurité, de chaleur, une soif désespérée que quelqu'un prenne soin d'elle. Monsieur Fournier, reconnaissant la silhouette de son prestigieux client, se précipita vers lui, un sourire obséquieux plaqué sur le visage, ignorant totalement les fillettes comme si elles n'étaient que des détritus urbains. « Bonsoir, monsieur Dubois. Vos invités vous attendent dans le salon privé. Nous avons préparé le menu dégustation que vous aviez commandé. » Mais Stéphane ne bougeait pas, son regard rivé sur les 3 petites ombres grelottantes. Léa, qui semblait l'aînée de quelques minutes à peine, tenait fermement les mains de ses sœurs. Ce geste protecteur, si simple et si puissant, toucha une corde sensible chez cet homme habitué aux rapports de force et aux négociations impitoyables. « Qui sont ces fillettes ?» demanda Stéphane, sa voix chargée d'une émotion qui le surprit lui-même. « Oh, personne d'important, monsieur. 3 petites mendiantes qui importunent la clientèle. Je les ai déjà chassées, mais elles reviennent sans cesse. Je devrais appeler les gendarmes. » Lentement, Stéphane s'approcha des enfants. Elles levèrent vers lui 3 paires d'yeux identiques, immenses et sombres, 3 puits de tristesse infinie. Elles ne fuirent pas, ne tendirent pas la main. Elles se contentèrent de se tenir là, avec une dignité que bien des adultes fortunés qu'ils côtoyaient ne possédaient pas. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en s'agenouillant pour être à leur hauteur, sans se soucier un instant de son pantalon de luxe qui frottait contre le pavé sale. Léa, murmura la première d'une voix cristalline. Manon, ajouta la deuxième, se serrant encore plus contre sa sœur. Chloé, compléta la troisième, qui semblait la plus menue malgré leur ressemblance parfaite. Et vos parents ? Le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 discours. Léa, assumant son rôle de protectrice, répondit avec une maturité qui détonnait avec ses 8 ans. Maman est montée au ciel il y a 3 mois. Et papa ? Il est parti il y a 3 jours et il n'est pas revenu. Stéphane sentit son monde vaciller. 3 enfants de 8 ans, seuls au monde, errant dans les rues, essayant de survivre. Leur histoire était plus poignante que n'importe quel drame qu'il aurait pu imaginer. « Où dormez-vous » demanda-t-il doucement. « Dans le parc, quand il ne pleut pas, » répondit Manon. « Dans le hall de la gare, quand il pleut. »
Et que mangez-vous? Ce qu'on trouve, dit Chloé avec une simplicité désarmante. Stéphane jeta un regard vers le restaurant, où ses partenaires l'attendaient pour finaliser le plus gros contrat de sa carrière. Puis il regarda de nouveau les trois fillettes, incarnation de la vulnérabilité absolue. À cet instant, le choix devint une évidence. Venez avec moi, dit-il en leur tendant la main. Ce soir, vous allez dîner comme trois princesses. L'entrée de Stéphane Dubois au château d'or, flanqué de trois petites filles aux pieds nus et aux vêtements déchirés, provoqua un silence surnaturel. Les convives élégants se retournèrent, les serveurs s'immobilisèrent, le plateau en suspens. Monsieur Fournier devint livide. D'un pas décidé, Stéphane se dirigea vers le salon privé où les dirigeants d'un conglomérat japonais attendaient pour discuter de l'acquisition à 500 millions d'euros. Derrière lui, main dans la main, Léa, Manon et Chloé avançaient, intimidés par le luxe environnant mais se fiant à l'aura protectrice de cet homme qui les avait sauvés de la rue. Monsieur Dubois, balbutia le directeur en le suivant. Vous ne pouvez pas faire entrer ces enfants ici. Nous avons un code vestimentaire, un standing. Stéphane s'arrêta et se retourna, le regard glacial. Ce sont mes invités d'honneur ce soir. Si cela pose un problème, je peux tout à fait dîner ailleurs. Et je pourrais aussi décider de ne plus jamais dépenser un seul euro dans votre établissement. Le directeur déglutit et hocha la tête, vaincu. Lorsque Stéphane ouvrit la porte du salon, les cadres japonais, assis autour d'une table ovale massive, levèrent les yeux, surpris de voir le magnate français entrer, suivi par trois fillettes qui semblaient sorties d'un roman de Dickens. Messieurs, dit Stéphane avec un calme souverain, permettez-moi de vous présenter mes nouvelles consultantes, Léa, Manon et Chloé. Elles dîneront avec nous ce soir. Le moment de flottement qui s'ensuivit fut brisé par Léa. Elle s'avança vers le plus âgé des dirigeants japonais et lui fit une petite révérence pleine de grâce. Bonsoir, monsieur. Merci de nous permettre d'être ici. L'homme, visiblement touché par cette politesse inattendue dans un tel dénuement, lui sourit et s'inclina à son tour. L'honneur est pour nous, mademoiselle. Pendant le dîner, alors que les serveurs apportaient des plats raffinés comme le bœuf bourguignon fondant ou des crêpes délicates, Stéphane observait les filles manger. Elles le faisaient avec une retenue et une délicatesse qui le stupéfièrent. Pas un geste brusque, pas un bruit déplacé. Leur faim était palpable, mais leur dignité était intacte. Manon, la plus timide, se pencha vers Stéphane et murmura « C'est le meilleur repas de toute notre vie. » « Merci, monsieur. » Ces simples mots firent vibrer en lui une corde qu'il ne soupçonnait pas de posséder. Tandis que les Japonais parlaient de chiffres astronomiques, il se retrouvait captivé par les questions naïves des fillettes, par leur capacité à s'émerveiller de choses qu'ils considéraient comme acquises. « C'est plus beau qu'un château de contes de fées, » dit Chloé, les yeux fixés sur les lustres en cristal. « Vous vivez toujours comme ça ?» demanda Léa, curieuse. Stéphane réalisa qu'il ne savait pas quoi répondre. Oui, il avait toujours vécu ainsi, dans un monde de luxe et de privilèges, mais il n'avait jamais vraiment vécu avant cet instant. Ses trois enfants lui montraient ce que c'était de voir le monde avec des yeux neufs, non obscurcis par le cynisme et l'avidité. À la fin du repas, les contrats signés, l'affaire conclue, Stéphane sut que sa vie avait changé pour toujours. Il ne pouvait pas les abandonner dans la rue. Mais ce qu'il allait découvrir à leur sujet allait le choquer encore davantage. Après le dîner, Stéphane emmena les trois sœurs dans son jet privé jusqu'à Paris, puis à son appartement en attique à La Défense. Léa, Manon et Chloé restèrent bouche bée devant la vue panoramique sur la ville lumière, mais elles n'osaient rien toucher, comme si elles craignaient de briser quelque chose de précieux. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez », leur dit doucement Stéphane. « Ce soir, c'est votre maison. » Tandis que les trois filles se blottissaient ensemble sur le même canapé, une habitude profondément ancrée, Stéphane appela son assistant personnel. « Lucas, j'ai besoin que tu fasses des recherches, en toute urgence. » Trois filles, Léa, Manon et Chloé. Leur nom de famille est peut-être Durand, ou quelque chose de courant. Leur mère, Valérie, est décédée il y a 3 mois. Le père, Nicolas, a disparu depuis 3 jours. La réponse arriva 2 heures plus tard, alors que les filles s'étaient endormies, recroquevillées sur le canapé, protégées du froid par la veste de costume de Stéphane. Le rapport que Lucas lui envoya le laissa sans voix. Léa, Manon et Chloé Durand étaient les filles de Nicolas Durand, un architecte autrefois prometteur, et de Valérie Durand, une institutrice.
La tragédie avait frappé leur famille avec la violence d'un ouragan. D'abord, le diagnostic du cancer en phase terminale de Valérie, puis son décès après des mois de souffrance qui avaient englouti toutes leurs économies. Nicolas, dévasté par le chagrin et écrasé par les dettes, avait sombré dans l'alcool. Il avait perdu son travail, puis leur maison. Il s'était retrouvé à la rue avec ses filles, survivant de petits boulots et de la charité. 3 jours plus tôt, il avait disparu. Des témoins l'avaient vu errer, ivre, vers la Loire, marmonnant qu'il allait la rejoindre, parlant de sa femme. Mais le détail qui glaça le sang de Stéphane était tout autre. Dans l'appartement que la famille Durand avait perdu, on avait retrouvé des croquis et des plans d'architecte signés par Nicolas. Stéphane reconnut immédiatement les plans de la tour. C'était l'immeuble où il se trouvait, son propre appartement en attique à 20 millions d'euros. Nicolas Durand avait conçu la maison de Stéphane Dubois. Et maintenant, ses filles, orphelines et sans abri, dormaient sur le canapé de l'appartement même que leur père avait rêvé et dessiné. Quelle ironie cruelle du destin, pensa Stéphane, en regardant les 3 visages endormis, paisibles pour la première fois depuis des mois. Demain, il devrait leur annoncer la pire nouvelle de leur jeune vie. Leur père avait été retrouvé dans la Loire, noyé, ayant tenté de rejoindre sa femme de la seule manière que son esprit brisé avait pu concevoir. Mais Stéphane avait déjà pris une décision qui allait changer leurs 4 vies pour toujours. Une décision qui n'avait rien à voir avec la logique des affaires, mais tout à voir avec un amour qu'il ne savait pas posséder. Le lendemain matin, Stéphane fit face à la tâche la plus difficile de sa vie, et expliquer à 3 petites filles que leur père ne reviendrait jamais. Il le fit avec une infinie tendresse, les prenant dans ses bras tandis qu'elles pleuraient toutes les larmes de leur corps. « Qu'est-ce qu'on va devenir » demanda Léa à travers ses sanglots. « Si vous êtes d'accord, nous pourrions devenir une famille. Tous les 4. Nous pourrions rester ensemble pour toujours. Et vous devez savoir une chose. C'est votre papa qui a dessiné cette maison. D'une certaine manière, elle a toujours été la vôtre. » Stéphane entama la procédure d'adoption la plus complexe de sa vie. Son existence fut transformée. Il se levait pour préparer le petit déjeuner. Il conduisait les filles à l'école. Il les aidait à faire leurs devoirs. Léa se révéla être un prodige en mathématiques. Manon avait un don pour le dessin. Chloé possédait une voix d'ange. Stéphane réalisa qu'être père était le travail le plus exigeant et le plus gratifiant qu'il ait jamais eu. Un défi se présenta lorsqu'un de ses associés, lors d'une réunion, lui dit « Stéphane, ces 3 filles sont une énorme responsabilité. Il serait peut-être plus judicieux de les placer et de te reconcentrer sur tes affaires. » La réponse de Stéphane fut sans appel. « Ces filles sont ma famille maintenant. Si cela pose un problème, alors trouvez-vous un nouveau PDG. » Personne n'avait jamais vu Stéphane Dubois prêt à tout risquer pour 3 orphelines. 6 mois plus tard, l'appartement était méconnaissable. Les murs étaient couverts des dessins de Manon, des diplômes de mathématiques de Léa et des photos des spectacles de Chloé. Le silence glacial avait été remplacé par les rires d'une vraie famille. L'adoption fut finalisée. Léa, Manon et Chloé Durand devinrent des Mendoza par procuration, avant de prendre officiellement le nom de Dubois. Les filles l'appelaient « papa » avec une aisance naturelle. La véritable surprise vint lorsque Stéphane leur montra les plans originaux signés par Nicolas Durand. « Votre père a imaginé chaque recoin de cet endroit. La cuisine où nous prenons le petit déjeuner, le salon où nous jouons. » Léa toucha doucement les dessins. « Ça veut dire que papa Nicolas savait qu'on serait heureux ici ? Je pense qu'il l'a dessiné en pensant à une famille heureuse. Et maintenant, cette famille, c'est nous. » La cérémonie d'adoption se déroula au tribunal. Quand le juge prononça la décision officielle, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Ce soir-là, ils dînèrent au Château d'Or, là où tout avait commencé. « Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici ?» demanda Manon. « On avait tellement peur, » ajouta Chloé. « Et à la place, on a trouvé notre famille, » conclut Léa. Stéphane regarda ses 3 filles et comprit que chaque sacrifice en valait la peine pour cet instant de perfection absolue. 2 ans plus tard, sa grande maison de campagne en Normandie fut le théâtre d'une fête magnifique, le 10e anniversaire des triplés. Le jardin était rempli d'enfants. Léa, Manon et Chloé régnaient comme 3 petites princesses. Léa était la première de sa classe en maths. Manon avait gagné un concours de dessin. Chloé chantait dans la chorale de l'école.
Mais ce qui rendait Stéphane le plus fier, c'était leur gentillesse. Dès qu'elle voyait un enfant seul, elle l'invitait à jouer. La surprise de la fête arriva lorsque les filles montèrent sur une petite estrade. Léa prit le micro. Il y a 2 ans, nous étions 3 petites filles effrayées qui dormaient dans la rue. Nous pensions que nous n'aurions plus jamais de famille. Manon continua, et puis nous avons rencontré l'homme le plus gentil du monde, qui est devenu un papa qui nous aime. Chloé conclut, aujourd'hui, nous ne sommes plus des orphelines. Nous sommes les filles les plus chanceuses du monde. L'amour d'une famille ne dépend pas du sang, mais du cœur. Les applaudissements furent assourdissants, mais Stéphane n'avait Dieu que pour ses filles, qui coururent se jeter dans ses bras. Ce soir-là, dans son bureau, Stéphane contempla les plans de Nicolas Durand, désormais encadrés. « Merci, Nicolas, murmura-t-il. Tu as dessiné bien plus qu'une maison. Tu as dessiné le bonheur de 4 personnes. » Chaque soir, avant de dormir, Léa, Manon et Chloé lui donnaient un baiser, et Stéphane s'endormait avec la certitude que l'amour d'une vraie famille était le plus grand de tous les trésors. Parfois, pour trouver le sens de sa vie, il suffit d'ouvrir son cœur à 3 petites filles qui attendent sur un trottoir, espérant que quelqu'un leur montre que le monde peut aussi être rempli d'amour.